L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On va rester dans le sport puisque vous recevez ce matin l'invité d'honneur de la Fête de la Science. Karim Chamiri, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes professeur des universités, chercheur en sciences du sport et vous êtes là, donc Nicolas vient de le dire, à l'invitation du CRESICA qui organise sur le territoire la Fête de la Science qui se poursuit toute cette semaine. On aura l'occasion de reparler de vos différentes interventions tout à l'heure. Vous êtes vous-même un ancien athlète de haut niveau puisque vous avez même participé aux Jeux Olympiques de Barcelone en planche à voile et vous êtes aujourd'hui chercheur, vous résidez au Qatar dans une structure un peu particulière. Racontez-nous un peu tout ça. En fait, je voudrais déjà remercier la professeure Rhys et mon ami docteur Olivier Galli de m'avoir fait venir ici. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ici. En effet, j'étais athlète de haut niveau et j'avais même fait les Jeux Olympiques de 1992. Donc j'ai été en compétition avec par exemple Michel Quintin, des grands athlètes locaux néo-calédoniens. Après, j'ai fini mon doctorat de physiologie de l'effort en 1995 à l'Université de Montpellier. Et j'ai fait de la recherche surtout en sciences du sport au début, toutes les sciences autour du sport, de la performance. Et après, j'ai dérivé plus, puisque je travaille dans un hôpital de médecine du sport, sur la prévention des blessures, et notamment la prévention des blessures et des maladies chez les footballeurs. En fait, dans ma carrière, j'ai eu le sport en tant que pratiquant, et maintenant je suis derrière le rideau et je m'occupe du soutien des athlètes, si vous voulez. Alors, le soutien des athlètes, et quand on parle de science et de sport, évidemment, ça regroupe plein de domaines, on imagine. En effet. Par exemple, la physiologie, c'est la science du fonctionnement humain dans son état normal. C'est pas la pathophysiologie des médecins pour le curatif. La physiologie, il y a la psychologie du sport, il y a la biomécanique du sport, entre autres, la nutrition, même la podologie, comment se comporte le pied dans la chaussure selon certains sports, c'est très important. Ça, c'est les sciences du sport qui sont au service de la performance. Après, il y a le côté médical, avec le côté curatif, quand il y a une blessure. Mais les médecins, ils aimeraient avoir un peu moins de curatif à faire et plus de préventif à faire. Donc on essaye, la prévention de ces dernières années a commencé à croître, à grandir. Et notamment, nous avons organisé un consensus au niveau du comité olympique international en 2019. On a publié les recommandations en 2020 sur comment surveiller les blessures. Parce que si on les surveille, on a plus de chances de les prévenir. Alors justement, les prévenir, c'est évidemment très important, notamment pour les athlètes de haut niveau. Vous travaillez sur ce sujet en ce moment même. Oui, exactement. Donc en fait, les athlètes de haut niveau, ils travaillent beaucoup au niveau physique et mental. Et ça engendre une surcharge physique et mentale. Et notamment, la santé mentale des athlètes est de plus en plus à l'ordre du jour, même au niveau du comité olympique international, qui un peu reprend la World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'occupe maintenant de plus en plus aussi de la santé mentale des individus. Donc, après le corps, maintenant, c'est l'esprit qui commence à prendre le dessus, et je trouve ça tout à fait normal, parce qu'au niveau de l'exercice physique, en tout cas, tout commence et finit in the brain, dans le cerveau. Dans le cerveau. Voilà. Ce que vous dites aussi, on en parlait un petit peu avant cette émission, c'est que finalement, quand il s'agit de repousser ses limites, puisque c'est finalement ce que recherche un sportif de haut niveau, c'est d'aller au-delà de la performance d'avant et d'anticiper celle d'après. Finalement, ce que vous dites, c'est que là aussi, ça se passe dans le cerveau. Pas forcément uniquement dans le corps. Tout à fait. Parce que le corps, il exécute ce que le cerveau lui dit. Et il envoie des signaux de fatigue éventuellement. Et c'est en jouant sur la réception, la perception et des fois l'ignorance des signaux de douleur que l'athlète de haut niveau se distingue de l'athlète de tous les jours. Après, il y a le sport, les sciences du sport, et il y a aussi les sciences de la santé, parce que l'activité physique aussi, c'est un domaine très important qui joue un rôle extrêmement important pour la santé mentale et physique des individus. Donc, ici, je voudrais parler du fait que l'inactivité physique est un facteur de risque extrêmement important pour plusieurs maladies, notamment cardiovasculaires et des cancers. Donc, ici, c'est aussi un appel à monsieur tout le monde de pratiquer l'activité physique quotidienne, au moins 5 fois par semaine, pas moins de 3 fois par semaine,
Et ici, vous avez la chance de vivre dans un paradis. En Nouvelle-Calédonie, il fait extrêmement beau. Même s'il fait un peu chaud, je peux vous assurer que dans certains autres pays, il fait Enfin, vous extrêmement vivez au chaud. Qatar. Au Qatar, en effet, pendant 6 mois, il fait très très bon. Pendant qu'en gros, en Europe, la référence, si vous voulez, par rapport à la France métropolitaine, quand en Europe, les gens mettent le chauffage, nous, au Qatar, on éteint les climatiseurs et on est bien pendant 6 mois. Par contre, quand il fait plus ou moins bon en France, nous, on est sous la clim pendant 6 mois. Et donc, je peux vous dire que vivre dans un pays où on peut faire du sport 12 mois sur 12, c'est vraiment un grand cadeau du ciel, en fait. Alors, cette sédentarité des populations, d'une partie des populations, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait prégnant en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? Parce que finalement, faire du sport, ça peut faire peur un peu. On peut se dire, tiens, d'un seul coup, il va falloir faire des choses sérieusement. Non, il suffit parfois d'avoir juste une activité, de marcher, de faire des mouvements. Ça peut suffire, finalement. Tout à fait. Chacun son corps, chacun ses conditions. Et pour les personnes d'un certain âge ou extrêmement désentraînées, marcher, c'est déjà très bien. Après, on peut danser, on peut ramer, on peut nager, il faut varier aussi pour que différents muscles du corps soient sollicités. Toujours le cœur et le système respiratoire derrière. Hein. Surtout si c'est une activité longue d'endurance, comme nager pendant une demi-heure ou 1 heure. Et il y a aussi maintenant de plus en plus des aspects assez récents, comme ce qu'ils appellent l'exercise snacks, c'est les sandwichs d'exercice. C'est très très récent dans la littérature scientifique. Il s'agit par exemple d'entrecouper sa journée de travail. Si vous travaillez à la radio, vous êtes là, vous êtes assis avec un micro. Mais de temps en temps, aller trouver des escaliers et faire des exercices de quelques secondes, 25, 30 secondes intenses. Et ça, c'est assez prometteur et c'est extrêmement facile à faire pour tout le monde. Moi-même, j'ai commencé à le faire depuis 3 semaines parce que j'ai découvert ça très, très récemment. Bien. Est-ce que Karim Chamiri, la science, vous diriez qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années dans le domaine du sport? Ah, oui, beaucoup. Notamment avec l'augmentation du nombre de chercheurs dans le monde, mais aussi avec l'évolution de la technologie. Parce que la technologie permet maintenant de faire des choses. En fait, d'avoir un laboratoire, mais sur le terrain. Avant, pour mesurer la fréquence cardiaque ou la respiration, il fallait être au laboratoire avec du matériel assez lourd. Maintenant, avec les mini-capteurs, on a beaucoup d'indicateurs de ce que vous faites. Même la température, la sudation, la fréquence cardiaque, bien sûr, évidemment. Tous vos déplacements avec les GPS et les accéléromètres et tout. Donc, avec c'est florissant la technologie qui nous permet à nous, scientifiques du sport, de suivre l'athlète sur le terrain. Et l'athlète est beaucoup plus à l'aise sur le terrain que de venir au laboratoire dans un endroit fermé avec des médecins ou des physiologistes avec des blouses blanches. Il y a l'effet médecin, l'effet psychologique annihilant un peu. Donc, on laisse l'athlète sur le terrain et on le suit avec des mini-capteurs. Et ça permet à la science d'évoluer beaucoup. Ça permet à la science d'évoluer beaucoup. Donc, et on imagine aussi que sur la performance, il n'y a pas 2 athlètes qui se ressemblent finalement. Est-ce qu'il y a effectivement des gens que vous prenez comme modèle parce qu'ils ont par exemple une résistance extraordinaire ou hors du commun par rapport à n'importe quel individu? Bah oui, les athlètes de haut niveau, en général, s'ils sont arrivés au niveau, c'est qu'ils ont des caractéristiques bien spécifiques. Ça n'est pas que dans la tête, c'est ça que je veux dire. Oui. Il y a aussi un côté physique évident. Exactement. Selon certains sports, le physique est vraiment déterminant. Par exemple, en gymnastique, vous ne pourrez pas faire de gymnastique si vous mesurez 1,90 m et que vous pesez 120 kg, ça va être difficile. Et par exemple, il y a des sports où tout le monde y trouve sa place. Par exemple, en football, vous pouvez être grand, petit, lourd, vous trouverez votre place si vous avez le talent. Et notamment, le talent au niveau de la science, c'est encore pas très très bien déterminé. Parce que qu'est-ce que le talent? Pourquoi Messi est Messi en football, ou vous voyez ce que je veux dire? Ou Michel Quintin est talentueux en planche à voile. Ça, on est en train de travailler là-dessus, mais c'est prometteur et excitant parce qu'on va encore découvrir des choses. C'est, si vous voulez, c'est mental, physique, neurophysiologique, et c'est encore à découvrir. C'est très, très intéressant. Alors justement, vous allez faire ce soir, vous allez partager tout ça, tout cet enthousiasme que vous avez pour les sciences avec des invités. Tout simplement, ça va se passer, on va le dire, au MV Lounge ce soir. Alors racontez-moi ce concept. Oui. Au Foch, au 35 Foch, pardon. Voilà, donc au Foch, il y aura le Sunset, qui est une rencontre de vulgarisation de sciences et sport. Donc au lieu d'aller à la fac, venez au Foch.
Et nous aurons une rencontre amicale et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et j'essaierai d'y répondre si j'ai les éléments. Vous travaillez en ce moment sur la prévention des blessures dans le football, les vraies, hein, pas les blessures simulées sur le terrain. Oui, exactement. Comment ça se passe, ça? En fait, pour la prévention des blessures, il faut avoir déjà un état des blessures. Donc, on a la première étape pour prévenir les blessures, c'est de savoir où on en est, avoir un état objectif des blessures. Et ça se passe par une surveillance systématique. La surveillance systématique se passe notamment avec une collaboration entre le staff médical et une partie du staff technique et le préparateur physique. Donc, nous, chercheurs en épidémiologie des blessures, nous avons besoin des informations des blessures que nous traitons de façon anonyme pour que les clubs se sentent en sécurité. Et nous avons aussi besoin du nombre de minutes qui sont passées sur le terrain ou en salle de musculation par le joueur. Et en faisant des calculs assez simples sur le nombre de blessures et l'exposition, combien de temps ils ont passé en exposition, on a à ce moment-là des incidences de blessures. Et on a plusieurs. Il y a la burden qui est une sorte de charge de blessures et que nous fournissons aux staff médicaux et techniques des équipes qui, eux, peuvent savoir s'ils sont dans les normes, au-dessus ou au-dessous des normes. Et quand il y a un signal rouge, un signal d'alarme, à ce moment-là, il y a des exercices de prévention à faire. Tout en sachant que c'est impossible de complètement éliminer les blessures en sport de haut niveau, parce que c'est comme ça, mais il faudrait rentrer dans les normes, en fait. Donc déjà, on essaye d'éliminer tout ce qui est rouge, tout ce qui est au-dessus des normes, en fait. Est-ce que la prévention, justement, est-ce que les sportifs ont tendance, les sportifs de haut niveau, à se remettre plus facilement ou à guérir plus vite, finalement, d'une blessure? La question s'est posée pour la blessure du capitaine du 15 de France pendant la Coupe du Monde, Antoine Dupont, qui a été en quelque sorte un drame national. Est-ce que les sportifs sont mieux armés que Monsieur Tout-le-Monde pour guérir des blessures? Non, c'est individuel. Il y a des gens qui sont plus prônes à avoir des blessures, d'autres moins. Et au niveau de la récupération, c'est individuel aussi. Donc, une fois que la blessure a lieu, le staff médical fera de son mieux pour qu'elle revienne au plus vite, mais il y a des délais qu'on ne peut pas dépasser. Après, il y a des risques à prendre. Et ça, c'est la shared decision making, c'est une décision partagée Oui. entre l'athlète, le médecin et le coach, en gros. Des fois, les dirigeants ont un mot à dire là-dessus, ça dépend du sport, ça dépend si c'est une finale de Coupe du Monde et que vous avez un risque à prendre, vous allez peut-être plus le prendre que si c'est un match amical, vous comprenez. Donc tout ça, c'est une décision partagée à prendre et l'athlète lui-même a un rôle très important à donner, sauf que son opinion, des fois, peut être dangereuse pour lui. Donc il y a le médecin là qui est garde-fou. Par exemple, en cas de commotion cérébrale, de concussion, en général, l'athlète, il n'est pas conscient de la gravité parce qu'un deuxième choc pourrait être fatal, pourrait le tuer. Donc, en général, sur ce, la FIFA a pris des décisions pour que ce soit la décision médicale qui l'emporte. Qui l'emporte sur la décision de parce que c'est question de vie ou de mort dans ce cas-là. Karim Chamiri, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous serez ce soir au 35 Foch, donc à Nouméa, pour animer un apéro coucher de soleil consacré à la science et que tout le monde pourra discuter de tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, je vous remercie.